Bonjour à tous, je m'appelle Charles Joannick et je suis l'un des deux cofondateurs de LabVie. Aujourd'hui, de nombreuses équipes utilisent encore Excel ou des LIMS classiques, des outils qui documentent beaucoup le travail mais n'aident pas vraiment à réfléchir. Avec notre plateforme, nous proposons une autre approche qui est de transformer les données en connaissances exploitables pour accélérer l'innovation au lieu de simplement l'administrer. Et c'est la raison pour laquelle je suis extrêmement ravi aujourd'hui de vous présenter notre solution, la plateforme d'intelligence des matériaux LabVie. Ce webinaire va durer environ 35 à 40 minutes maximum. Vous aurez ensuite l'occasion de poser des questions en direct. Et à noter que ce webinaire est actuellement enregistré et sera disponible en replay quelques heures après cette session. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, LabVie révolutionne l'innovation des matériaux en transformant toutes les données autour de ces mêmes matériaux en meilleurs produits. La mission que nous nous sommes confiée, c'est de redéfinir l'innovation matériaux en Europe grâce à une plateforme logicielle intelligente conçu par une ETI et pour les ETI ou conçu par l'industrie pour l'industrie. Nous exploitons toutes les données industrielles relatives à la R&D pour développer plus rapidement de meilleurs produits, prendre des décisions fondées et aussi ouvrir l'accès à de nouvelles technologies d'avenir comme l'intelligence artificielle, même pour les entreprises et les organisations de taille petite ou moyenne. La raison pour laquelle vous avez reçu une invitation à ce webinaire de la part du groupe Netsch est toute simple. Nous sommes une filiale à 100% du groupe Netsch, basée en Allemagne, mais également en France, en Suisse et en Autriche. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Trois gros chapitres dans cette session. Tout d'abord, présenter les principales fonctionnalités de notre solution, expliquer concrètement comment fonctionne la plateforme. Je vais essayer aussi de vous démontrer certaines de ces fonctionnalités d'une manière assez simple, et ensuite de comprendre la valeur ajoutée qu'elle apporte à vos activités de R&D et ou de laboratoire selon la manière dont vous êtes organisé. Alors, qu'est-ce que vous recherchez en tant qu'entreprise en 2025? Que vous soyez en R&D, que vous ayez un laboratoire qui ne soit pas simplement R&D, mais un laboratoire à part entière, ou même un laboratoire qualité, lorsque nous discutons avec nos clients dans ces trois domaines-là, les attentes sont toujours les mêmes. Tout d'abord, plus d'efficacité. Cela signifie réduire le temps perdu sur des tâches répétitives et non productives et automatiser tout ce qui peut l'être. Ensuite, améliorer les produits, c'est-à-dire prendre des décisions qui sont basées sur les données fiables et aussi optimiser les performances des matériaux. Accélérer l'innovation, c'est-à-dire réduire le temps de mise sur le marché et renverser notre compétitivité, surtout dans le contexte actuel, le contexte économique et international actuel. Et enfin, mieux structurer le savoir, c'est-à-dire préserver l'expertise qui est accumulée au sein de l'équipe par les experts et faciliter la collaboration entre ces mêmes équipes. Ces défis concernent vraiment directement les équipes R&D et le laboratoire. Hein, et c'est justement là que les approches traditionnelles montrent aussi leurs limites, d'où la nécessité d'une nouvelle génération d'outils comme la nôtre. Pourquoi? Parce que bien sûr, la solution logicielle classique que la plupart d'entre vous utilisent, Microsoft Excel. C'est l'outil de digitalisation le plus répandu dans toute l'industrie et dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il est disponible sur chaque ordinateur. On n'a besoin de rien faire, on n'a pas besoin de l'installer. Il est toujours là et assez simple à utiliser. L'autre solution logicielle classique, c'est le LIMS. LIMS steht pour Laboratory Information Management System en anglais. C'est par là aussi que la digitalisation du laboratoire a commencé. Ces outils-là ont en fait permis de structurer la gestion, surtout la gestion des échantillons, la gestion des analyses, et ils ont surtout remplacé les documents papier. Mais à la base, ces solutions LIMS ont été conçues pour des laboratoires accrédités. Et en fait, aujourd'hui, ils ont été détournés dans leur usage et on les retrouve plus ou moins dans n'importe quel type d'industrie. La valeur ajoutée est vraiment focalisée sur l'automatisation des processus, des procédés de travail, mais ça montre aussi beaucoup de limites, notamment lorsqu'il s'agit de, par exemple, connecter des appareils de mesure ou d'autres sources de données, ou alors d'exploiter des résultats, spécialement dans le processus de développement d'un nouveau matériau. Ce qu'on a fait avec nos clients, c'est vraiment d'essayer d'évaluer en fait les solutions logicielles classiques et de les comparer aux besoins actuels.
Et en fait, on voit vraiment que ces solutions classiques ont longtemps structuré le travail en laboratoire. Elles permettent de gérer des processus, d'automatiser certaines tâches administratives, d'assurer un cadre un peu structuré, mais elles ont été conçues pour un monde où les données n'étaient pas vraiment centrales. Elles sont généralement conçues sur mesure, c'est-à-dire qu'elles vont être programmées sur la base de vos besoins actuels, et elles sont aussi très spécialisées, c'est-à-dire que si vous travaillez dans l'industrie des traitements de surface, vous allez peut-être trouver une solution LIMS qui est adaptée, mais elle ne sera pas vraiment adaptée à un autre type de produit si vous vous lancez dans la fabrication ou le développement de peinture ou de produits chimiques ou d'adhésifs, par exemple. Et enfin, on a vraiment parlé d'administration, c'est un mot que je répète assez souvent, c'est une gestion administrative des ressources et des opérations en laboratoire. En R&D, c'est pas très adapté, mais c'est quand même utilisé. Et en fait, on se rend bien compte que ce qu'elles offrent, comparé à ce dont les entreprises ont vraiment besoin, ça ne fonctionne plus vraiment. Les entreprises veulent vraiment une exploitation des données approfondies parce que la donnée est devenue un levier extrêmement stratégique pour accélérer l'innovation. Les entreprises veulent une amélioration continue des systèmes avec lesquels elles travaillent. On ne veut plus de systèmes qui ont été développés et définis quelques années en arrière et qui ne sont plus adaptés au monde d'aujourd'hui. L'exemple principal, installation on-premise, c'est-à-dire sur un serveur local, ou alors utilisation d'une solution basée sur le cloud. Ensuite, l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'on souhaite en R&D pouvoir utiliser des données de toutes les sources. On veut avoir une capacité à connecter l'ensemble de ces sources-là, de notre ERP, en passant par les équipements de mesure, jusqu'à un système de production. Et surtout, il ne s'agit plus vraiment de simplement gérer l'information, mais d'en tirer de la valeur. Et ça, on peut vraiment le réussir grâce à l'intelligence artificielle et à des analyses avancées. Donc les approches traditionnelles ont vraiment atteint leurs limites. Et pour répondre aux nouveaux enjeux de la R&D, on a décidé de créer une approche différente, dont j'ai déjà parlé dans un webinaire précédent. La vidéo est disponible en replay également sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Nous introduisons la notion de material intelligence ou d'intelligence des matériaux en français. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? L'intelligence des matériaux, c'est une application de méthodes avancées d'analyse de données, d'intelligence artificielle et de machine learning à la conception et à l'optimisation des matériaux. L'objectif est de collecter et aussi d'exploiter un large volume de données pour mieux comprendre et prédire les propriétés des matériaux en conditions réelles. Mais juste l'intelligence seule ne suffit pas, il faut la mettre dans une certaine forme. Et la mise en forme, c'est ce qu'on appelle une plateforme. Donc pour être efficace, il faut intégrer cette intelligence des matériaux dans une plateforme. C'est comme une infrastructure qui permet de centraliser, de structurer, de partager ces données. Hein, et tout en assurant en fait la connexion entre les différentes sources, les utilisateurs et les applications. Donc en combinant ces aspects-là, on arrive à une plateforme d'intelligence des matériaux dont la définition est donnée ici. C'est un logiciel combinant gestion, analyse et optimisation des données matériaux avec l'intelligence artificielle, le machine learning et l'intégration des données pour améliorer efficacité et aussi accélérer l'innovation dans le développement et l'application des matériaux. Et c'est exactement ce que je vais vous présenter aujourd'hui, de la manière dont nous avons créé cette plateforme que nous appelons LabVie, en vous donnant un petit peu une image un peu graphique de cette solution, l'architecture, si vous voulez. Parce que l'un des grands défis en fait en R&D, c'est vraiment l'accès aux données qui sont dispersées dans tous les systèmes, dans tous les équipements de mesure, sur des serveurs, dans des fichiers, dans des dossiers sur des serveurs locaux. Avec une plateforme classique, les résultats d'essais, par exemple, que ce soit physique, mécanique, chimique, ils sont plutôt cloisonnés. Ce que nous, on fait, c'est qu'on a une plateforme basée sur le cloud qui permet de centraliser toutes ces données. Donc, on va intégrer directement les équipements du laboratoire, les équipements de test ou d'essai, lorsque c'est possible et lorsque ça a un sens. Si j'ai par exemple une balance assez simple, je ne vais pas l'intégrer, elle ne va pas communiquer automatiquement avec LabVie. Je vais simplement entrer le poids que je viens de mesurer
dans un masque adéquat sur la plateforme. Par contre, si j'ai des instruments un peu plus modernes et plus complexes, on va prendre des instruments du monde de chez Netsch, étant donné qu'on fait partie du groupe, instruments d'analyse thermique DSC, avec des fichiers, 3 fichiers en résultat, les données de base, les résultats et les fichiers avec la courbe. On va pouvoir en fait importer tous ces fichiers automatiquement, toutes ces données automatiquement, sans que vous ayez à faire autre chose que faire votre mesure, votre interprétation, et ensuite passer à l'étape suivante et éventuellement, quand vous avez terminé vos mesures diverses sur l'échantillon, travailler uniquement dans l'AppVie. De la même manière, on va aussi intégrer ou s'intégrer au système informatique existant. Le cas d'usage principal dans notre monde R&D étant la connexion à l'ERP, que ce soit SAP ou Microsoft Business Central ou Navision ou d'autres plus spécialisés, du moment qu'il y a une interface ouverte de type API, il n'y a aucun problème, c'est une communication bilatérale qui est possible, c'est-à-dire je peux synchroniser certaines données de mon ERP dans l'AppVie. L'ERP reste le système qui est prépondérant et qui a la main mise sur la donnée. Et une fois terminé, je sais pas, une fois que j'ai terminé mon projet par exemple et que j'ai validé une nouvelle recette chimique, je peux renvoyer les données de cette recette à l'ERP pour pouvoir ensuite aider le controlling et d'autres départements à faire le travail. Voilà. Donc notre enjeu, c'est vraiment avec cette architecture qui est basée sur le cloud, de non seulement stocker les données, mais aussi de les rendre accessibles et actionnables pour que vous puissiez prendre des décisions plus rapidement et développer des matériaux de meilleure qualité. Passons maintenant au concret de notre plateforme. L'architecture, il y a 4 éléments dont je veux vous parler aujourd'hui. On ne va pas faire de démo complète, ça vaut pas ça serait pas très intéressant, ça serait un peu compliqué. Ce que je vais faire, c'est pour chaque élément de l'architecture, vous donner des éléments de langage et aussi, pour certains d'entre eux, vous montrer directement dans un prototype, en fait, 2-3 choses qui me semblent être assez pertinentes et intéressantes. Si vous voulez une démo plus approfondie, évidemment, n'hésitez pas à me contacter par la suite et je me ferai un plaisir de prendre le temps de vous montrer notre produit en détail. Tout d'abord, le Data Hub, donc un hub de données. Ça constitue vraiment la base technique de la plateforme. L'objectif ici est vraiment très simple, j'en ai déjà parlé, rassembler toutes les données pertinentes en un seul endroit de manière automatisée si possible, sécurisée et exploitable. Concrètement, on connecte les instruments du laboratoire, les fichiers de mesure et les systèmes existants, comme un ERP par exemple, via notre API ouverte et sécurisée. Il va y avoir un processus qu'on appelle le processus de mapping. Notre moteur de mapping entre en jeu à ce moment-là. Il s'appuie sur une logique qu'on appelle la logique ETL, si vous voulez rechercher ce que c'est. Ça permet de reconnaître, transformer et unifier automatiquement les données issues de sources hétérogènes. Un exemple ici très concret. Aujourd'hui, un même paramètre, par exemple la viscosité, va être noté dans un fichier Excel visc ou viscose ou alors mu. Dans un troisième, pour l'être humain, le sens reste assez compréhensible quand on est expert. Et pour un système informatique, ces 3 paramètres, ils sont différents et ils sont impossibles à croiser sans intervention. Pour lui, pour un système informatique, ces 3 paramètres sont 3 paramètres complètement différents, alors qu'en fait, il s'agit de la viscosité. Et notre moteur de mapping résout en fait ce problème en harmonisant automatiquement ces entrées et en les rattachant à une structure standardisée dans la base de données. Le résultat, plus besoin de nettoyer les données à chaque projet et les comparaisons deviennent possibles immédiatement. Les erreurs sont complètement éliminées par la même occasion. Notre API, j'en ai déjà parlé pour les autres systèmes, et ensuite le côté sécurité que je voulais absolument parler aujourd'hui. Tout notre système, tout ce qu'on fait, et on sait que les données R&D sont des données critiques, ça repose sur une infrastructure cloud sécurisée, hébergée chez Amazon Web Services, que ce soit en France ou en Allemagne, selon les endroits et le souhait que vous avez, avec une gestion très fine des droits d'accès, une traçabilité complète et aussi, évidemment, conformité aux standards industriels. Donc voilà, c'est vraiment la fondation technique qui va vous permettre de travailler sur des bases solides sans vous soucier du format ou de l'origine des données
et vous concentrer sur votre travail de développement. Deuxième élément, deuxième pilier de notre plateforme, le Project Hub. C'est là où vous allez pouvoir centraliser tous les éléments liés à un projet, que ce soit de R&D classique ou de développement continu d'un produit existant, dans un espace structuré, dans un espace qui soit accessible et aussi très collaboratif. Ici, 5 éléments principaux, et je vais vous montrer juste par la suite, je vais cliquer un petit peu notre Project Hub sur la solution. Une notion ou une fonction de planification. Vous pouvez organiser vos projets par produit, par lot, par campagne, comme vous voulez. Vous pouvez connecter, une connexion en fait dans ce hub entre les échantillons, les tests, les résultats, tous les documents autour du projet. C'est-à-dire que tout est centralisé, vous avez un projet ABC et il va y avoir tous les liens derrière avec tout ce que vous avez fait en test, en expérience, les résultats, les notes que vous avez prises, etc. Suivi d'avancement, suivi des tâches par projet, par utilisateur et ou équipe, donc une gestion de projet avancée, une notion de collaboration, des fonctionnalités de collaboration, des commentaires, des notes, où on vient remplacer un ELN, un journal de laboratoire, des pièces jointes, photos, vidéos, PDF, fichiers Excel, Word, peu importe, et la gestion des accès, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez décider de qui a le droit de voir ou faire quoi dans la vie. Et enfin, les livrables, ce qu'on appelle aussi le reporting, génération semi ou complètement automatisée de rapports, de COA ou de tous les documents dont vous pourriez avoir besoin au cours de votre travail. Maintenant, si je passe dans la solution, vous voyez ici rapidement, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, plusieurs projets. Ici, un environnement de travail dans lequel à la fois la R&D et aussi le laboratoire qualité travaillent ensemble, d'où un type de projet development, un type de projet test. Vous pouvez voir ici l'avancement de tous les projets en fonction du nombre d'étapes planifiées, le nombre de tests qui a été réalisé, et si j'ouvre un des projets, par exemple, de développement, juste pour vous montrer et pour appuyer ce que je vous disais tout à l'heure, un projet a ce qu'on appelle les métadonnées, donc un numéro de projet, peut-être différents codes, différents cost centers et d'autres choses. Une timeline, donc vraiment une donnée temporelle, date de départ, date de fin estimée, peut-être les coûts du budget selon ce que vous faites, avec des calculs derrière et des personnes qui travaillent sur ce projet. Voilà. Ensuite, on a la partie documentation où vous pouvez avoir plein de choses différentes, par exemple les pièces jointes ici. Vous pouvez avoir une référence qui est le point de départ de votre recette et les tests ensuite. Et si je vous montre juste pour que vous ayez une idée des résultats, les résultats avec 3 expériences et 3 tests différents pour une même recette qui a évolué au fur et à mesure du temps. Donc de gauche à droite, en haut la recette ou la formulation, et en dessous un procédé de traitement et ensuite les mesures que je peux voir ensuite en détail. Donc voilà, vraiment un environnement de travail assez simple. Une partie qu'on appelle le planning mode, une partie qu'on appelle le work mode. Le planning mode, c'est vraiment la partie du projet où je décide ce qu'il y a à faire. Je peux éditer au fur et à mesure de mon projet. Et le work mode, c'est vraiment là où je vois tous mes résultats au fur et à mesure de mes essais, jusqu'à des commentaires finaux à la fin. Et une fois que j'ai terminé ce projet, je pourrais cliquer sur terminer et décider de ce que je veux faire. Par exemple, télécharger un report ou alors envoyer ici directement à l'ERP, peu importe le process que je suis. Voilà. Revenons à la présentation. Le troisième pilier, notre Resource Hub. C'est vraiment l'espace où on va structurer toutes les ressources techniques, vraiment au sens large, qui sont utilisées ou alors même générées par les projets. Donc il ne s'agit pas simplement d'un inventaire, mais vraiment d'une base qui est complètement interconnectée, qui englobe les matériaux, les formulations, les standards d'essai, les procédures techniques et les équipements, pour faire assez simple. De quoi on parle? Matériaux, matières premières et propriétés, donc toutes les spécifications dans une même bibliothèque. Formulation, que ce soit vos formulations existantes, donc produits existants,
formulations développées durant vos expériences passées ou vos projets passés, ou alors formulations validées, une seule bibliothèque ou base de données pour toutes ces recettes, avec leurs variantes et les historiques. Les méthodes. Ici, on parle plutôt des méthodes ou des procédures selon les termes que vous utilisez. On va parler en fait de la documentation des méthodes d'essai dans le système. Donc, quels sont les paramètres à mesurer, les critères de validation, les plages admissibles, etc. pour garantir une cohérence des essais. L'application, c'est vraiment la procédure technique. Donc, est-ce que je fais un peu une procédure d'extrusion? Quels sont les paramètres possibles derrière ça? Donc, quels sont les réglages process, par exemple? Tout ce qui va garantir en fait la reproductibilité fiable des conditions réelles de mon test. Et évidemment, les équipements, qui est un peu le cœur, qu'on aurait presque pu mettre tout en haut, le cœur de notre solution, le suivi, la gestion des appareils avec leur statut, les disponibilités, éventuellement les affectations et la calibration, par exemple. Pour vous montrer ça, je retourne rapidement dans la solution. Vous voyez ici au-dessus ressources et vous voyez tous les mêmes menus ici en langue anglaise. Donc, on a nos matériaux, on a nos formulations, on a nos process ou nos paramètres d'application, les tests, ou alors ce que j'ai appelé méthode. Test, méthode, c'est tout ce qui tourne autour vraiment des essais. Les équipements, on pourrait même avoir les échantillons, si vous voulez, manager les échantillons. Si on va dans les matériaux, on peut même parler dans un matériau, si je vous montre le détail, dans les matériaux éventuellement de gestion des stocks, par exemple. Donc voilà, en fait, c'est un hub avec des bibliothèques, pour faire assez simple, et chaque bibliothèque, c'est vous qui la créez, c'est vous qui la gérez. Nous, on vous propose juste, en fait, l'architecture pour pouvoir le faire. Et évidemment, tous ces éléments-là sont disponibles dans chaque projet sous forme d'une fonctionnalité de recherche. Donc une barre de recherche en fait qui ne fait rien d'autre que connecter en fait le projet à toutes les bibliothèques de ressources pour que vous puissiez au fur et à mesure de vos projets ajouter des ressources à votre projet ou alors créer depuis un projet une nouvelle ressource dans une bibliothèque. Voilà, tout simplement. Et enfin, le dernier point, notre assistant IA, qui est un assistant intelligent, c'est le dernier pilier de cette plateforme et sûrement, très certainement, le plus innovant et le plus moderne, et aussi le plus différenciant. Pour l'instant, à jour d'aujourd'hui, en Europe, aucun autre système ne possède un assistant IA intégré du niveau du nôtre. En fait, cet assistant, il va transformer votre base de données en un système que vous pouvez interroger, qui est aussi explicable et exploitable par n'importe qui a un compte LabVIEW, sans avoir besoin d'écrire une seule ligne de code. De quoi est capable cet assistant? De plein de choses. Il a tout d'abord une fonction de recherche. Vous pouvez interroger vos propres données en langage naturel. Par exemple, c'est exactement la même chose que si vous posiez une question à un collègue, en fait. Vous posez une question par écrit, la voix fonctionne aussi, mais la plupart des gens l'utilisent par écrit. Quels sont les lots avec une viscosité hors tolérance sur les 3 derniers mois? Pour un exemple très très simple. Vous entrez ça dans l'assistant digital et vous aurez la réponse. Il va comprendre la demande, explorer un peu les données et vous donne une réponse assez claire. Ensuite, une autre fonctionnalité, c'est la fonctionnalité document. Notre assistant est capable de lire, de résumer des documents techniques, que ce soit des protocoles, des rapports, des comptes rendus, des normes techniques ou autres, sous format Word, PDF, Excel, et de vous les résumer. C'est un gain de temps considérable, notamment lorsqu'on récupère un projet qui est lancé par une autre personne ou alors lorsqu'on veut en fait ajouter du savoir à un projet existant par provenant de sources externes. Une fonctionnalité d'analyse, si vous utilisez Excel, vous faites la même chose en fait. Toutes les fonctions mathématiques et de visualisation disponibles dans Excel sont disponibles dans notre assistant exactement de la même manière, c'est-à-dire codé et non génératif, c'est-à-dire que 1 plus 1 sera toujours 2 et il n'y aura jamais d'erreur de calcul faite par notre assistant. Ensuite, des corrélations, mise en évidence automatique, si possible, de relations entre différents paramètres.
Et enfin, quelque chose sur lequel on est en train de travailler, c'est pas une fonction à proprement parler, mais c'est en fait pour dire que cet assistant, combiné à notre solution, notre base de données, vous met à disposition en fait un environnement qui est prêt à accueillir vos propres modèles prédictifs sur base de données, sur base de vos données qui sont structurées dans notre système. Donc, vous pouvez vraiment aller plus loin si vous avez envie de travailler sur le côté data science, sur le côté prédictif du développement de la R&D. Vous avez en fait la possibilité, avec nous, ensemble, d'utiliser des aspects de machine learning intégrés à l'assistant IA. Pour vous montrer peut-être rapidement pour ceux qui ne l'ont encore jamais vu, je reste dans le même domaine, ressources, peu importe où je suis, en fait, je peux cliquer sur l'assistant IA et vous voyez, ça ressemble à un chat dans la vraie version que nos clients utilisent. Ça, c'est mon système à moi de démo. C'est une fenêtre, en fait, sur la partie droite de l'écran. Et vous pouvez, par exemple, lire ici la question, une question relative au document. Sur une norme technique, ça pourrait aussi être un guide d'utilisation d'une machine. Comment est-ce que je calibre ma DSC 3000 de chez Netsch? Si on a le guide quelque part dans n'importe quelle langue, on aura en fait un résumé de la manière dont le faire. Ou alors ici, les analyses techniques ou plus mathématiques, corrélation, que ce soit sous forme de tableau ou sous forme de graphique. Donc voilà, c'est vraiment une discussion avec, on va appeler ça un chatbot, vraiment assistant assez classique, interface assez classique, mais très très intuitive et très simple à utiliser. Voilà pour la solution. Je pense qu'il est important de parler un petit peu de l'impact de l'AppVie. Notre impact est assez simple. Nos clients en R&D parlent d'un gain d'efficacité de jusqu'à 40% grâce à l'utilisation d'une base de données centralisée, c'est-à-dire que j'élimine toute la phase de recherche dans des fichiers Excel. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces statistiques-là, j'en ai parlé, je crois, la dernière fois. On a écrit un post aussi, on a fait un post sur notre blog à ce sujet-là. Toutes les personnes qui travaillent, qui ont un métier plutôt devant un ordinateur dans un bureau, passent entre 1,8 et 2,5 heures par jour à chercher des informations. Si je prends toutes les tâches, c'est-à-dire que ça peut être aussi rechercher le menu de la cantine ou alors regarder dans le calendrier quels collègues sont disponibles pour le prochain meeting. Mais du coup, si on réduit ça un peu en R&D à une charge d'utilisation classique de 70-80%, on va sûrement parler de 1 heure par jour à chercher des informations. Je cherche, je clique, j'ouvre des fichiers et j'essaie de trouver des informations qui devraient être disponibles d'une manière centralisée. Le contrôle qualité, j'en parle pas vraiment aujourd'hui, 30% dans le laboratoire qualité grâce à l'automatisation. Et enfin, 50% d'essais en moins grâce à l'utilisation des données historiques. Mais, en plus de ça, plus d'erreurs, des connaissances préservées, c'est-à-dire que les collègues qui partent en retraite, on va pouvoir les accompagner les dernières années de leur carrière pour éviter de perdre leur expertise, des produits de meilleure qualité et surtout prêts pour le futur grâce à cette base solide optimisée pour la prédiction des matériaux et le predictive engineering ou predictive R&D, comme les Américains aiment le nommer. Voilà pour un tour assez rapide de notre solution. Avant de terminer ce webinaire, je voulais quand même vous proposer 2 choses. J'ai encore 2 slides parce que on se rend compte en fait que quand vous travaillez en R&D, quand vous êtes dans le laboratoire, choisir un logiciel, c'est pas votre compétence principale, c'est pas votre tâche principale non plus. Et c'est normal. Et du coup, on a un petit peu réfléchi avec notre équipe et on a essayé en fait d'observer ce qu'on faisait avec nos clients depuis 3 à 4 ans et de mettre ça en forme, si vous voulez. C'est vraiment un graphique assez simple. Comment est-ce que je choisis un logiciel vraiment le plus simplement possible? Alors, étape numéro 1, identifier le besoin. Avant même de comparer les solutions, essayez de clarifier une chose centrale en interne. Qu'est-ce qu'on veut vraiment améliorer? Est-ce qu'on veut améliorer l'efficacité, la traçabilité, l'exploitation des données, la collaboration entre équipes?
ou est-ce qu'on veut améliorer tout cela à la fois? Il ne s'agit pas de rédiger un cahier des charges de 40, 50, 60 pages, mais vraiment ici d'avoir une idée claire des cas d'usage les plus importants pour nous. Ensuite, vous allez dans la phase de screening. C'est la première recherche de marché. Qui propose quoi? L'important ici, ce n'est pas uniquement le nom de l'éditeur, mais aussi la logique du système. Est-ce que cette logique s'adapte à nos méthodes de travail, oui ou non? C'est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux acteurs, comme l'AbbVie en est un sur le marché du logiciel depuis 3 ans, surtout si vous ne cherchez pas justement cette solution classique dont je parlais au tout début. Ensuite vient la phase de démonstration. C'est souvent un moment extrêmement décisif pour vous. La question que vous devez vous poser ici, est-ce que l'éditeur vous montre une présentation générique ou bien est-ce qu'il essaie vraiment de comprendre vos problématiques spécifiques? Une bonne démo, et là je peux parler en tant que responsable commercial d'une entreprise logicielle, une bonne démo bien exécutée, ce n'est pas une suite de capture d'écran, c'est une session qui est basée sur vos enjeux, à vous, clients réels. Une fois que vous avez fait cette phase de démo, vous pouvez définir vos critères de sélection. À ce stade, il ne s'agit plus seulement des fonctionnalités. Question très centrale, l'éditeur est-il basé en France, en Europe ou aux États-Unis? Et est-ce que c'est important pour vous? Le système est-il ouvert ou fermé? Comment se passe la communication avec l'éditeur, avec les gens qui travaillent pour l'éditeur? Beaucoup de projets échouent non pas à cause de la technologie, mais à cause du manque d'adéquation humaine ou stratégique entre l'éditeur logiciel et le client. Et enfin, vous prenez la décision. Il est essentiel, vraiment essentiel, d'examiner les modèles tarifaires de licence. Est-ce qu'on paye pour ce qu'on utilise vraiment? Et surtout, est-ce que c'est une solution qui sera toujours pertinente dans 3 ans, même si mon organisation, mes données ou mes priorités changent? Une bonne décision, ce n'est pas qu'une question d'intuition. Le résultat de questions claires et de comparaisons très réalistes. Pour appuyer ce petit process, on a plusieurs outils. J'en ai mis 3 qui sont des captures d'écran d'outils qu'on utilise en Allemagne beaucoup. 3 outils très concrets pour faciliter la prise de décision. Tout d'abord, la fiche de cas d'usage. L'idée, c'est vraiment de pas partir d'une liste générique de besoins, mais de décrire vos cas d'usage concrets. Hein. Quel problème est-ce que vous voulez résoudre? Qui est concerné? Quelles données sont impliquées? Comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui? Ce format-là permet vraiment de clarifier les attentes en interne, mais aussi de mieux comparer les éditeurs. C'est un outil simple, mais qui fait souvent une grande différence dans ce processus d'achat. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Il existe évidemment une version française, une version anglaise, en plus de la version allemande que j'ai montrée ici aujourd'hui. Deuxième outil, la matrice des exigences fonctionnelles. Ça, c'est un classique, mais on a une amélioration assez utile. Au lieu de simplement cocher si une fonction existe, vous allez aussi évaluer comment elle est proposée. C'est-à-dire qu'en tant qu'éditeur logiciel, je vais devoir vous dire si la fonction existe, si elle est disponible telle qu'elle, s'il faut une adaptation ou s'il faut que je la développe spécifiquement pour vous. Dans le cas de systèmes peu complexes, cette matrice apporte vraiment une transparence très précieuse, non seulement sur le produit, mais aussi sur le projet. Parce que plus j'ai de fonctions qui doivent être développées spécifiquement, plus le projet sera complexe. Et enfin, un sujet dont j'adore parler, et on a un outil qu'on utilise qui s'appelle Impadi, c'est un petit outil web qu'on utilise dans des entretiens avec nos clients. C'est un modèle très simple de retour sur investissement ou ROI. C'est particulièrement utile si vous devez préparer une décision en interne, que ce soit pour votre direction ou pour le service des achats. L'idée ici, c'est pas uniquement de parler des coûts, mais aussi des bénéfices en gain de temps, en réduction des erreurs, en automatisation, etc. Et ce type de modèle permet vraiment de déplacer la discussion de l'investissement vers la valeur créée, la valeur ajoutée. Et c'est souvent ça qui va faire la différence. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin de ces outils, si vous voulez une démo plus approfondie, soit vous faites, vous scannez là maintenant le QR code ici pour trouver un rendez-vous dans mon calendrier ces prochaines semaines, soit vous m'envoyez un email par la suite, n'hésitez pas à m'appeler aussi. En cas de non-réponse, merci de laisser un message, étant donné que je passe beaucoup de temps chez les clients, et je vous rappellerai bien sûr directement par la suite. Merci beaucoup de votre attention et de votre participation. Comme je vous l'ai dit en introduction, vous retrouvez cette vidéo en replay très bientôt sur notre site internet. On vous enverra un follow-up par email de toute façon dans les jours qui viennent.
Mais en attendant, voyons s'il y a des questions. N'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité de F&A sur Teams. Je lance officiellement la session ici par un message. N'hésitez pas à poser vos questions et je me fais un plaisir d'y répondre. On a une question qui revient souvent, qui est en fait concernant l'AbbVie en France, parce que j'ai parlé de l'AbbVie en tant qu'entreprise du groupe Netsch, et aussi je vous ai montré les outils concrets en allemand. Alors, comme vous pouvez l'entendre, je suis français et en tant que cofondateur, c'est un avantage assez intéressant de pouvoir en fait entrer le marché français en parlant la langue. Du coup, on n'a pas de bureau en France, mais nous avons des personnes qui parlent français dans l'équipe. Nous avons quelques clients en Suisse, par exemple, avec lesquels nous parlons français aussi. Donc, aucun souci. Et pour les clients en France, il y a évidemment possibilité d'utiliser le cloud d'Amazon Web Services en France pour que vos données soient stockées, non pas en Allemagne, mais vraiment en France. Donc, le logiciel, le site internet sera disponible en français à partir de juillet. Le logiciel existe bien évidemment en français. Il s'adapte à la langue de votre navigateur internet. Et notre équipe de support va pouvoir vous répondre du moins dans les premières réponses grâce à l'automatisation aussi en français. Éventuellement, on aura un switch en anglais à un moment donné, mais pas forcément. Une autre question qui vient, quel est le modèle de licence proposé? Alors, j'ai parlé de solutions basées sur le cloud. Nous sommes une solution de type SaaS, donc Software as a Service, c'est-à-dire que vous payez une fois par an une seule facture pour la licence tout compris. Le développement continu de la solution, le support technique, la maintenance, les mises à jour, etc., etc. Et la mise en place, la phase d'implémentation, ce sont des coûts uniques. Donc c'est un one-time fee, comme on appelle ça, qui est en fonction de la complexité, de la taille de votre entreprise, etc. Donc il y a 2-3 paramètres sur lesquels nous devrons discuter. Et voilà, on vous fait une offre, une proposition commerciale basée là-dessus, avec des contrats en général entre 3 et 5 ans, dans la plupart des cas. Voilà, j'ai l'impression que c'était la dernière question. Donc, encore une fois, merci beaucoup de votre participation et d'avoir pris le temps de voir ce dont était capable la vie. N'hésitez pas à me contacter dès maintenant, par email, par téléphone, via mon adresse ici. Vous nous retrouverez sur le site internet, sur LinkedIn, peu importe le canal que vous voulez choisir. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et de vous montrer encore plus notre solution. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à très vite pour un prochain webinaire LabVie. À bientôt.